partager. Donc, je remercie les collègues qui m'ont, les jeunes collègues qui m'ont aidé pour la présentation, pour cette présentation-là, qui est une présentation sur l'update en réa. Donc, on va parler de ventilation, de réglage. On ne va pas rentrer dans le détail, hein. L'idée, c'est vraiment de faire une mise à jour. Et puis, s'il y a des questions un peu plus spécifiques, on y reviendra par écrit ou je vous referai une autre vidéoconférence si vous le souhaitez. Et en fait, on a 3 collègues qui vont devenir docteurs là, dans 3 mois, qui est le docteur Villig, docteur Oiseux, docteur Herrera, qui sont nos 3 jeunes qui sont super, qu'on veut garder, qui sont des mecs super, enfin des mecs et filles super, parce qu'il y a Mylène aussi, des collègues super et qui ont bossé sur la présentation. Et parce que voilà, donc ils m'aident dans ce domaine-là. En tout cas, c'est topissime. Voilà un peu l'idée du protocole, enfin du cadre, c'est parler de monitorage en réa, d'arrêt cardiaque et puis de surveillance respiratoire. Et puis, je vous parlerai rapidement d'une application qu'on est en train de déployer là sur les réa et le bloc qui s'appelle Max. Et c'est un pote anesthésiste de Lyon qui a développé ça. Il est médecin anesthésiste, mais il est aussi docteur en neurosciences. Et il a développé une application d'aide cognitive. Donc, c'est un dispositif qu'on va développer là. On l'a éprouvé en médecine militaire. Et ça fonctionne. On l'a éprouvé au bloc, ça fonctionne aussi. Et dans le cadre du Covid, on va le déployer sur tout le CHU. Donc, j'attends les tablettes. Apple doit me livrer là, hein. Et l'avantage de la crise, c'est qu'on peut faire ouvrir n'importe quel magasin. Donc, c'est génial. Donc, je vais avoir 10 tablettes. C'est sympa. Voilà. Allez, on continue. Donc, je pense que je vais enlever nos têtes d'ici parce que c'est un peu chiant. Et je pense que ça sera moins compliqué si on les met là. Voilà. Alors, le monitorage en réanimation, il est légal comme en anesthésie, il est obligatoire. En 2020, il ne l'était pas par le passé, hein, mais depuis le décret de 92, enfin, je ne sais pas, je n'étais pas né, mais si, un peu, mais je n'étais pas vieux. je le dis exprès. Hein, les anciens, Momo, c'est pour toi celle-ci. Donc, en tout cas, il est obligatoire. L'idée, c'est de prévenir les incidents et détecter, aider au traitement des défaillances d'organes. Il y a un souci ou pas? Ah, voilà. Non, Cyril, ils ne viennent pas, on les a déjà fait signer. De toute façon, sinon, ils ne passeront pas la crise. Voilà. Donc, non, ils resteront chez nous à Dijon, ils n'ont pas signé à Auxerre. Ce n'est pas le mercato ici chez nous. Et donc, l'idée, c'est de détecter les défaillances d'organes. Et dans le Covid, on en a plein. Donc l'idée, c'est vraiment de monitorer donc, par le scope, la pression artérielle invasive s'il y a besoin, la saturation que vous voyez ici, le TCO2 que vous voyez là, et puis les paramètres ventilatoires, pression, débit et FiO2, donc fraction inspirée en oxygène. Donc ça, c'est un scope classique. Donc le scope, la pression artérielle invasive avec la systole, diastole, donc en haut, en bas, en haut, en bas, si je ne bouge pas. Le TCO2 qui est la fraction expirée en CO2, hein, qui va nous aider, je vais revenir dessus. Et puis la saturation. Alors les courbes, on essaye d'avoir toujours les mêmes couleurs, si possible. Vert pour le scope, rouge pour la pression invasive et bleu pour la saturation en oxygène. Voilà. Il y a d'autres petits détails qu'on ne voit pas ici, mais c'est notamment est-ce que le signal de SAT est correct ou pas. On utilise aussi des airs sous la courbe. Enfin bon, je ne reviendrai pas dans le détail, mais on peut mettre des tas de choses par rapport à ça. L'idée, c'est d'avoir la base. Alors, monitorage en réa, tout d'abord, c'est le tracé cardioscopique, sur le scope avec l'enregistrement des potentiels électriques qu'on va faire avec 3 électrodes ou 5 électrodes qui va permettre de détecter tous les troubles du rythme, le conduction, l'ischémie myocardique avec notamment le décalage du segment ST. Donc ça, les moniteurs nous le mesurent, le décalage du segment ST. Ils nous mesurent aussi. En fait, c'est un holter. Globalement, le holter ECG qu'on fait chez nos patients en ambulatoire, nous, en réanimation, on n'a pas besoin de faire de holter parce qu'on a ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tout est enregistré dans une centrale. Dès qu'il y a un trouble du rythme grave, quel qu'il soit, tachycardie ventriculaire, fibrillation ventriculaire, c'est enregistré il y a une occurrence qui est rentrée dans notre scope, dans notre centrale, et il y a une feuille qui est imprimée, et on a trouble du rythme grave qui est mis, qui permet de médico-légalement, déjà de revoir ce qu'on a fait, qu'est-ce qui s'est passé, et puis de le mettre dans le dossier en disant, voilà, il s'est passé un trouble de rythme, on a eu une action derrière. Et la fréquence cardiaque définie en amont par l'équipe médicale, l'idée, c'est de monitorer. Si le patient fait une tachycardie, on va peut-être ou pas agir dessus. On va y réfléchir. S'il fait une bradycardie, c'est pareil. Et donc, on met nos objectifs. Et toujours, ce qui est important à garder en tête, c'est les alarmes. Vous prenez un poste, vous faites une checklist et vous réglez vos alarmes sur vos respirateurs, vos scopes. Alors, chaque scope a ses spécificités, mais il faut régler ses alarmes. Ça, c'est extrêmement important. Et pensez-y notamment dans le cadre du Covid,
parce que dans le Covid, vous allez vous habiller et comme vous vous habillez, vous n'allez pas pouvoir ressortir si vous avez oublié quelque chose. Donc, anticipez en amont tout ce que vous avez à faire pour rentrer en salle de patient, en salle de réa, en box de réa, avec tout le matériel disponible pour faire tout ça quand vous avez votre patient à l'intérieur. Le monitorage en réa, c'est aussi la pression artérielle invasive. Alors, elle est non invasive si par brassard, par ce qu'on connaît classiquement, de manière discontinue. Et puis là, en fait, ce qu'on veut, nous, en réanimation, c'est une pression artérielle invasive, sanglante, continue. On peut l'appeler comme on veut. Et on met en place un cathéter artériel, soit dans l'artère radiale, soit dans l'artère fémorale, qui est un acte qu'on utilise maintenant, qu'on fait de plus en plus sous échographie. Et donc, vous allez avoir ce dispositif à mettre en place. Ce qui permet aussi de faire les gaz du sang, de faire les prélèvements sanguins, d'éviter de repiquer notre malade à chaque fois, de mesurer les lactates artériels, ce qui sont extrêmement importants dans l'état de choc, qui sont bien plus précis que les lactates veineux, et voilà, d'avoir des cinétiques et d'avoir ces bilans. 4 informations de la pression artérielle, et je vais pas faire un cours, je peux vous faire un cours entier sur ça, mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif est de vous donner les grandes lignes, mais surtout de vous rappeler à quoi ça correspond. À quoi correspond la pression artérielle systolique? C'est la post-charge. C'est-à-dire que c'est la charge qui est mise, c'est la pression motrice qu'on peut appeler la pression qui est faite en amont du cœur. La pression artérielle diastolique, donc celle-ci, elle va être le tonus vasculaire à la perfusion myocardique. Alors, myocardique, mais ça peut être aussi cérébral, si on parle du cœur, mais la pression, c'est la pression, le tonus vasculaire. La diastole, c'est toujours le tonus vasculaire. Si une diastole basse, c'est qu'on a un tonus vasculaire bas. Donc, du coup, il faut mettre un vasoconstricteur. Et le vasoconstricteur de choix, c'est la noradrénaline. D'accord? De manière simple. Et la pression artérielle moyenne, en fait, c'est un calcul de 1/3 de la PAS plus 2/3 de la PAD. Et là, c'est la perfusion des organes. Voilà. De manière simpliste, retenez ça. On peut en reparler pendant un temps non négligeable. Chaque courbe s'analyse. On mesure aussi l'air sous la courbe. On mesure des capteurs. On met des capteurs de débit. On va calculer des tas de trucs. Si la courbe est pointue, c'est que il y a une diastole plus haute. Et donc, en fait, c'est qu'il y a une vasoconstriction importante. Et donc, peut-être que le malade est hypovolémique ou trop vasoconstricté. Il faut en analyser tout ça. Et il y a des marqueurs dynamiques de précharge dépendance. Et donc, règle sur ça, on va regarder la pression pulsée, le delta pression pulsée. Voilà, on va mesurer ça avec des capteurs. On peut le mesurer aussi comme ça. Et ça nous met des précharges dépendance. Est-ce qu'il faut remplir ou pas le patient? La précharge, c'est ce qu'il y a en amont du cœur. On met du volume pour le remplir. La post-charge, c'est la pression qu'a besoin le cœur, la pression que le cœur a besoin pour pousser derrière. D'accord? On ne va pas faire l'interaction cœur-poumon, ça serait trop long aussi. Mais il n'empêche que, règle ça, on peut vous en faire pendant 4 heures. Un petit peu moins. Je parle beaucoup. L'oxymètre de pouls, extrêmement intéressant. Donc, l'oxymètre de pouls qu'on a et permet d'évaluer la saturation artérielle en oxygène du sang capillaire. Important, sang capillaire. Pourquoi? Parce que vous imaginez un patient qui est vasoconstricté à l'extrême, qui a des vaisseaux qui sont tout pourris parce qu'il a fumé toute sa vie, donc des capillaires tout pourris. Et donc, comme il a des capillaires tout pourris, vous avez un signal de SAT tout pourri. Voilà, donc gardez ça quand même en tête, que la saturation, c'est du sang capillaire, ce qui est une estimation, en tout cas, de la saturation artérielle du patient. Et donc, le principe, c'est l'oxyhémoglobine et l'hémoglobine réduite absorbe la lumière rouge et infrarouge. Et on va faire un rapport du coefficient d'absorption. Enfin, nous, on ne va rien faire, en fait. La machine va le faire. Donc, les capteurs, maintenant, sont très performants. Et notamment, les capteurs, on a des capteurs Massimo chez nous qui sont globalement sur le marché actuellement. Je n'aime pas faire de pub. En plus, je n'ai pas de lien d'intérêt avec eux. Mais ce sont des capteurs qui sont extrêmement performants, qui permettent de mesurer la saturation en oxygène chez nos patients de manière assez précise. Et ce qui se passe, c'est que vous avez, si votre doigt est trop vasoconstricté, vous pouvez en mettre à l'oreille, au front, sur les capillaires du front, capillaires de l'oreille, capillaires de l'arête nasale. On a des capteurs, notamment chez les enfants. On peut mettre des capteurs au niveau du bide chez les petits, chez les bébés. Voilà. Donc, l'idée, c'est d'aller sur le capillaire. Chez l'enfant, on met sur l'orteil du pied. Chez les adultes, c'est tout pourri les pieds, donc on va éviter. Je suis podophobe, je suis désolé, c'est dégueulasse. Bon, l'information, elle va nous donner des informations au niveau respiratoire surtout, donc au niveau de la saturation artérielle, et puis aussi sur l'hémodynamique, le transport en oxygène. C'est-à-dire que si on n'a pas de transport au bout du doigt, c'est que le transport n'est pas bon.
Donc, retenez ça. Dans les grandes lignes, ça nous donne beaucoup d'éléments. L'autre point, c'est le TCO2. Alors ça, moi, c'est pour moi, anesthésiste réanimateur, ça c'est clair, c'est pour moi le meilleur monitorage qui me donne le plus d'informations. Il est médico-légal et il va permettre en fait de visualiser l'évolution de la courbe de CO2 au cours du temps. ETCO2, ça veut dire end tidal CO2. Donc, le TCO2, c'est la fraction de CO2 à la fin d'expiration, end tidal. OK? Donc, ici, c'est mesurer la courbe qui fait ça. Et en fait, elle va nous donner des informations sur la ventilation alvéolaire. Ah oui, si on rejette du CO2, c'est que forcément, il y a un circuit qui se passe, il y a un débit, donc du coup, on a forcément absorbé de l'oxygène. Donc, on absorbe de l'oxygène, on rejette du CO2. Donc, ventilation alvéolaire. Donc, ça nous donne la ventilation alvéolaire, un ETCO2, une fraction expirant CO2. Ça ressemble, enfin, c'est une équivalence à la pression artérielle en gaz carbonique. D'accord? C'est une estimation. Elle nous va donner une idée du métabolisme production de CO2 et aussi du débit cardiaque du transport. Alors que si vous n'avez pas de débit cardiaque, arrêt cardiaque, vous n'avez pas de CO2. Voilà. Donc, gardez ça en tête. C'est moi la meilleure indicatif d'un patient, savoir s'il est en arrêt cardiaque au bloc opératoire. Oui, c'est le scope. Oui, c'est la pression artérielle. Mais surtout, c'est le CO2. Quand j'ai un CO2 qui se casse la gueule, c'est qu'en fait, mon malade, il est en train de faire un bas débit et potentiellement de faire un arrêt cardiaque. Donc, moi, c'est vraiment ce que je vais regarder en première intention parce qu'on est formaté sur ça. Autre point, alors mes tout petits précieux, hein, c'est mes internes, ça, on les a bien formés, du coup, hein, c'est pas mal. Pas ce qu'on aurait appris à Auxerre à l'époque. Hein. Toujours, hein, je vous salue, hein, je vous aime bien. L'idée, c'est que l'avantage de ça, c'est que c'est mesuré à la sortie de tube. Donc, on va le mesurer avec un appareil qui se branche sur notre scope, au monitorage de réa. Et donc, du coup, ça va vraiment nous donner ce débit cardiaque, s'il y a un débit cardiaque qui se passe ou pas. C'est non invasif. C'est branché c'est un capteur qui se branche. Et donc, en fonction aussi de la courbe, on peut avoir des courbes qui sont pentues comme ça. Là, on va avoir un patient qui est obstructif. On va avoir une double courbe comme ça. Si on a une double courbe de ETCO2 comme ça, c'est que le patient respire entre les deux. Si on n'a pas de courbe du tout, c'est peut-être qu'on n'est pas en trachéal. Peut-être qu'on est en œsophagien. Parce que n'oubliez pas, la trachée et l'ésophage, très proche. Trachée au-dessus, ésophage en dessous. Et donc, quand on met notre sonde d'intubation, le seul outil médico-légal qui nous assure qu'on est bien dans le trachéal, c'est le TCO2. L'auscultation, oui, bien sûr. Mais l'auscultation, quand vous avez du bruit à l'extérieur, dans l'hélico, machin, tout ça, autant vous dire que l'auscultation, vous pouvez imaginer, ou sur une scène de guerre, hein, vous avez des stéthoscopes. Non, les militaires, ils n'ont pas de stéthoscope. Il n'y a pas. Ils ont des armes, mais ils n'ont pas de stéthoscope. Par contre, ils ont un TCO2. Et le TCO2 va nous dire si on est œsophagien ou pas. Donc, c'est vraiment un outil extrêmement précieux. Et pour moi, c'est le plus précieux qu'on a sur… On peut dire beaucoup de choses par rapport à ça. Vous pouvez m'y attarder un peu. Alors, l'arrêt cardio-respiratoire. L'idée de l'arrêt cardio-respiratoire, c'est déjà l'identifier. C'est déjà savoir ce que c'est. Et ça, c'est la base. Mais c'est de ça va découler ce que je disais tout à l'heure à nos étudiants qui sont là, moi, je pense que quand on est étudiant, on a du mal à faire la synthèse de tout ça. Parce qu'en fait, on nous apprend plein de cases et on a du mal à les agencer. Là, l'idée, c'est qu'on a la case arrêt cardiaque. Donc déjà, on l'identifie. L'état de mort apparent qui est diagnostiqué par l'inconscience, pas de réponse à l'ordre simple. Monsieur, serrez-moi la main, serrez-moi la main, serrez-moi la main de l'autre côté. Pas de réponse. Pas de réponse à l'ordre simple. Pause respiratoire au gasp. Pas de respiration. Point important. Sinon, si on a une respiration, c'est qu'on n'est pas en arrêt respiratoire. Voilà. Et puis, le scope, une chute de TCO2 si on en a un. L'absence de courbe de SAT. Oui, si vous n'avez pas de débit cardiaque, vous n'allez pas avoir de débit capillaire. Hein. Là, vous imaginez bien. Et puis, pas de courbe de cathé artériel. Alors, c'est facile en réa. Hein. Facile parce qu'on a des scopes. Il n'empêche que il faut quand même regarder tous ces éléments-là pour diagnostiquer l'arrêt cardiaque. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? On hurle. On appelle sur le bouton d'urgence. On fait tout ce qu'on veut, mais l'idée, c'est qu'on appelle à l'aide. Vous faites ce que vous voulez. Vous appelez à l'aide. Vous appelez à l'aide. Vous appelez à l'aide. Tout le monde doit appeler à l'aide. Et au bloc opératoire, on a un bouton alarme qui est sur la colonne qui va déclencher une alarme dans tous les blocs opératoires, dans les 40 blocs de Dijon, du CHU. Donc, ça braille. Il y a marqué l'endroit où on a déclenché l'alarme. Donc, les externes ont la fâcheuse tendance du « Ah, un bouton !»
ou les fesses de l'infirmière qui machin, et donc ça se met à sonner. Donc des fois, et là, il y en a 25 qui arrivent en même temps, hein, mais ça marche. Donc on a ça en réa, on a ça au bloc. En réa, on a un raisonnement un peu différent, on n'a pas les boutons d'alarme, mais il n'empêche que on appelle à l'aide par tous les moyens, et surtout quand vous appelez à l'aide, vous dites pourquoi vous appelez, où est-ce que vous êtes, et qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Parce que vous me dites, l'arrêt, il y a un arrêt en salle 2. Ça m'est arrivé. Hein. J'étais en clinique. Je ne savais même pas ce que c'était, la salle 2. Je faisais en remplant, on m'a dit, il y a un arrêt en salle 2. Je ne savais même pas où c'était. En fait, et voilà. Et raccroché. Hein. On n'a pas vu le numéro, merde. Bon, bah, je vais aller dans tous les étages. Donc, attention, attention quand vous appelez à l'aide, un message très clair, succinct. Patient en arrêt cardiaque, pas cardio-respiratoire, arrêt cardiaque, voilà. J'ai besoin d'aide. Où est-ce que vous êtes? Et éventuellement un numéro ou qui vous êtes, parce qu'il faut qu'on puisse vous rappeler si on a besoin. Hein, donc, attention à ça. Alors qu'on est en réa, qu'il y a le téléphone de réa qui sonne, c'est pas compliqué, on arrive. De toute façon, généralement, quand ça sonne, on est comme au SMUR. Il y a le bip qui sonne, on se lève, on court. Puis on se dit, merde, je vais où? Donc, on est conditionné comme Pavlov. Quelques informations données, si je vous disais, conditionne le délai d'arrivée. Hein, si vous me dites, moi, viens, je sais pas. Et en simulation, on le joue, ça. Vous verrez, on le joue et facilement, on vous prend au piège. Hein. Facilement. Moi, si vous ne me dites pas où je viens pas. Très clairement, je dis, ouais, je dors, moi, c'est bon. Hein. Tac. Bon, non, on ne fait pas ça comme ça, mais c'est vachement compliqué. Juste pour rappel, par exemple, au SMUR, quand on appelle la régulation, l'appel est tracé. Je dis ça parce que c'est important à garder en tête quand vous appelez, notamment si c'est des enfants qui appellent. Donc, si vous avez des enfants, apprenez-leur à donner l'alerte s'il y a besoin. Donc, reconnaître ça. Hein. Pas être, ma fille à 4 ans, on lui a appris. Hein. Et je l'ai fait à toute l'école de notre fille. Et tous les gamins de 4 ans savaient faire ça. Reconnaître. Je ne vais pas parler de mort. Hein. Je leur ai dit, voilà. Donc, je l'ai fait à ma manière, mais et appeler le 15. Et donc, leur expliquer, de dire où est-ce qu'ils sont, que leur maman ou leur papa ne va pas bien et que, qu'est-ce qui se passe? Oh, je ne sais pas quoi. Enfin, il n'est pas bien. Et donc, en fait, ce qu'on fait, c'est que derrière, on rappelle. Quand il y a un gamin, même si ça raccroche, on envoie de toute façon systématiquement une équipe. Enfin, les collègues régulateurs, moi, je ne régule pas, mais gardez ça en tête. Les enfants, je pense que c'est important de, dès le départ, essayer de les conditionner. Donc, la chambre et arrêt cardio-respiratoire. Message simple. Il y a plein de méthodes pour faire ça. Hein. Ce qu'on appelle la méthode SAED, la méthode d'urgence. En fait, on fait des transmissions ultra courtes où en fait, on transmet exactement l'information. Et c'est capital de le faire parce que si vous ne le faites pas, on est incapable de savoir. Et il y a d'autres points. C'est-à-dire que si vous faites une médicalisation ou si vous êtes dans la rue, dans un autre pays, et qu'il y a un arrêt cardiaque, quand même vous donniez l'alerte. Donc en fait, il y a des méthodes internationales d'appel au secours pour donner les éléments justes qu'il faut. Ou quand il y a du bruit, un hélicoptère qui tourne de l'armée, il faut que tu fasses des transmissions, il faut quand même que tu transmettes quelque chose. Quoi. Pas facile à un collègue, mais tu transmets quelque chose avec des méthodes simples. Donc il y a plein de méthodes et je fais une formation sur ça, sur la communication et sur la gestion de crise. Je le dis, mais c'est quelque chose d'important, c'est toutes ces compétences non techniques. Techniquement, vous êtes tous très bons. Nous sommes tous très bons techniquement. Voilà. Collectif, on est tous très bons. Après, des fois, c'est plus dur d'intuber, des fois, c'est plus dur de mettre un cathé, une perfusion. Oui, mais on y arrive. Par contre, sur les compétences non techniques, on a des vrais problèmes de communication, sur des problèmes d'échange, des problèmes d'incompréhension. Vous me dites oui, je vais préparer, puis en fait, vous ne savez pas faire, ou vous ne me dites pas. Ou alors, quand je dis va me préparer ça, j'en ai 3 qui partent. Voilà. Donc, c'est toutes des compétences non techniques qu'on gère, qu'on vous fait travailler autour de ça. Ce n'est pas l'objectif du topo, mais en tout cas, sachez que ça se travaille et on progresse avec ça. Alors, les réflexes, capital. J'ai souhaité que nos collègues Mylène, Mathieu et Pierre nous mettent un item spécifique Covid. La priorité, c'est de se protéger. La priorité, c'est de se protéger. C'est-à-dire que le patient est en arrêt cardiaque, oui, ok, mais vous habillez. Vous habillez. Vous ne rentrez pas dans la pièce, dans le bloc opératoire, dans la réanimation, sans avoir mis un masque FFP2, avoir mis au moins un tablier et les lunettes. Voilà. La priorité, c'est le masque FFP2, les lunettes, au moins le tablier, puis les gants, on essaye aussi. Mais l'idée, c'est de se protéger. Hein, c'est vraiment pas prendre de sur-risque des soignants. Donc, c'est important. Et puis, l'organisation est toujours la même. Hein, mais ça, on le travaille en simulation. C'est un médecin leader, un médecin technique qui peut être interne ou un autre médecin, peu importe. Un IDE référent. Les aides-soignants qui vont nous aider, ça peut être des brancardiers, ça peut être des ambulanciers, ça peut être des étudiants. Et puis, un IDE qui est hors chambre, qui là va nous apporter le matériel. Surtout dans le Covid, parce qu'en fait, on ne peut pas sortir comme on est contaminé. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui nous apporte ça. Donc, il faut un infirmier circulant. Et il faut que les rôles d'emblée soient définis.
Moi, quand je rentre dans une chambre pour un arrêt, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire que du moment, alors quand il n'y a pas de médecin, ben, c'est comme ça. Et si on m'appelle en tant que réanimateur ou anesthésiste, je prends le relais du collègue qui était là, s'il y avait un collègue médecin, je prends le relais de l'infirmière et on redéfinit les rôles. Tu es l'infirmière qui prend en charge, ok, tu te sens capable de le faire? Oui. Tu prends le rôle, c'est toi l'infirmière référente. Maintenant, tu me donnes 2 aides-soignants et une infirmière circulante. C'est un tel, ok. Et moi, je parle en médecin leader que uniquement à cette infirmière référente. Uniquement. Et à mon médecin technique, je dis, tiens, tu me mets les cathés. Toi, tu me prépares la noradrénaline. Telle dose, tel machin. Et après, elle redélègue à sa collègue. Mais ça, c'est plus mon problème. C'est-à-dire qu'elle me dit, ok, c'est fait. Et les aides-soignants, pareil, je retransmets à l'infirmière retransmet aux aides-soignants. Je veux la planche à masser. C'est bon pour toi? Oui, c'est bon pour moi. Elle retransmet l'information. Donc, il y a des circuits de communication de ce type-là. On n'est pas là pour se faire des politesses, on est là pour faire une prise en charge en urgence vitale, surtout dans une histoire de Covid où en fait on est perturbé par l'habillage, par ce côté où on met entre guillemets notre vie en danger. En fait, quand on fait de l'hélico, on met notre vie en danger. Quand on vit, on met notre vie en danger. La vie est dangereuse. Donc, ce n'est pas plus que d'habitude si on prend les précautions. La communication en feedback, voilà, check, ok, voilà. Typiquement, c'est la communication en feedback. Je te donne un ordre, tu l'as accepté, tu me renvoies l'information et j'ai reçu l'information. Comme quand dans les talkie-walkie. On n'a pas l'habitude de faire ça. En tout cas, ça marche bien, c'est militaire. On note l'heure, on note les médicaments, on note, on met les médicaments, le plan dur, l'arrêt cardiaque. Bon, je ne vais pas faire la prise en charge complète de l'arrêt cardiaque. Si par exemple, on a un étudiant en médecine qui sait peu faire les gestes, qui est jeune, eh bien moi, là, je préfère que l'étudiant en médecine ne rentre pas dans la chambre, par contre, soit à l'extérieur de la chambre et fasse le scribe. Il vaut mieux être dans une action, notamment en urgence vitale, être acteur qu'observateur. Observateur, quand on n'a pas l'habitude, notamment quand on est étudiant ou jeune ou pas expérimenté, mais en fait, on voit toute l'horreur de ce qui se passe. Quand on est acteur, on est concentré sur notre tâche et scribe, c'est extrêmement important. Parce que noter les médicaments, tu me notes le TCO2 à temps. Il note. Même si c'est mal noté, on s'en fout, on prend une feuille blanche, on fera le débrief après, on notera tout ça. Mais l'idée, c'est de noter. Et puis médicaux également, il faut tout noter. Donc, dans l'urgence, on note les trucs rapidement. Moi, c'est ce que je fais en SMUR. Dans le camion, on se partage les tâches. Tac, tac, tac. Et puis, quand on arrive sur les lieux, chacun a sa tâche. Et l'étudiant, c'est réellement le plus jeune de la bande, qui est le moins expérimenté, il note ce que je lui dis. Tu me notes ça, tu me notes ça, tu me notes ça. Voilà. La prise en charge thérapeutique. Alors là, je vous ai mis une aide cognitive. Une aide cognitive qui est très simple, qui est l'aide cognitive qu'il faut appliquer sur un patient en arrêt cardiaque, cardio-respiratoire. Le vrai terme, c'est arrêt cardio-respiratoire. On dit arrêt cardiaque par là, mais quand il y a un arrêt cardiaque, il y a un arrêt respiratoire associé. Inconscience, ce que je veux dire reconnaître. On fait une RCP 32 avec un bas-vu. Alors, habillé, bien sûr, vous êtes avec protection avec le masque que je vous ai dit là. On met le défibrillateur et on minimise les interruptions avec 100 massages par minute. Stay live. Vous chantez en même temps. Stay live, stay live. Je sais, Momo, tu es le meilleur chanteur, mais voilà, je t'ai pris la vedette. Et on analyse le rythme cardiaque par le défibrillateur. Défibrillateur, donc du coup, il y a un rythme choquable. On va choquer à 200 joules en biphasique. On est quasiment plus qu'en biphasique maintenant sur les défibrillateurs qu'on a, nous, en tout cas, dans les hôpitaux. On reprend tout de suite derrière une RCP. Et puis, si on a systolie ou activité électrique sans pouls, donc pas de rythme choquable, eh bien là, on continue la RCP tout de suite. Et pendant ce temps-là, l'infirmier met la perfusion s'il n'y en a pas, ou si il y a la perfusion, injecte l'adrénaline, 1 mg en intraveineux direct toutes les 3 à 5 minutes. S'il n'y a pas d'intraveineuse, on peut mettre une intraosseuse. C'est la recommandation. Tête humaine, la plupart du temps maintenant, ou tête tibiale antérieure. Ce que je mets là. Compression continue, monitorage de TCO2, vous voyez. Et puis après, on peut faire de la myodarone, on peut faire de la lido, du sulfate. Enfin, bon, voilà. Et puis bien sûr, un traitement d'une cause réversible. Si votre patient s'arrête pour une hypoxémie, intubez-le. Si votre patient s'arrête parce qu'il a avalé son dentier, enlevez le dentier. Pensez-y. Ça arrive trop souvent. Le dernier, moi, il s'est étouffé avec un brocoli au foyer de la manutention. Brocoli, c'est pas chouette à voir. Pas chouette à voir. Voilà, traiter la cause. Si une hypercalémie, vous traitez la cause médicalement et vous faites monter une dialyse. Voilà. De toute façon, on est très agressif d'emblée. Alors, le Covid nous rajoute une gravité en plus. C'est-à-dire que le patient est encore plus grave. C'est-à-dire qu'il a un Covid, il peut faire un arrêt cardiaque, surtout si elle est sur le ventre, attention. Arrêt cardiaque sur le ventre chez un patient Covid qui s'arrête parce que peut-être
la cause, c'est peut-être qu'il s'est auto-extubé. Donc, arrêt hypoxémique post-extubation, enfin post-auto-extubation. Donc, pensez bien à ça. Et un arrêt cardiaque sur le ventre, ses chances de survie sont maigres. D'autant plus que s'il était sur le ventre, c'est qu'il était hypoxémique. Donc, attention à tout ça. Après, le point important, c'est ça. Ne prenez pas de surrisque. Les soignants, on est important, c'est-à-dire qu'un soignant qui est malade, il ne sert plus à rien. Et un soignant qui est malade ne soignera plus les patients, ça c'est clair. Et un patient, ben oui, c'est grave. La réanimation, c'est grave. La réanimation, c'est très grave. Et Covid ou pas Covid, en réanimation tout venant, on est en fonction des réanimations, mais à 30% de mortalité quand même. Ça reste des pathologies extrêmement graves en réanimation, qu'on ait le Covid ou pas. Alors, pour le Covid, j'en sais strictement rien pour l'instant. On attendra la fin de la crise, on fera les bilans épidémiologiques, on verra les taux de décès qu'on a. Mais la réanimation traumatologique, cardiaque, chirurgicale, polyvalente, c'est extrêmement grave. Donc, il faut bien garder ça en tête. Et psychologiquement, c'est difficile, surtout quand on n'est pas formé. Je ne dis pas que ce n'est pas plus dur pour nous. C'est dur parce que nous, d'habitude, quand c'est une journée difficile, on sort, on va boire un verre. Après une réa, on débriefe avec les collègues, on va faire du sport. Là, avec le confinement, c'est un peu plus compliqué. Donc, il ne faut pas hésiter à débriefer et on est là pour ça aussi. Les étiologies réversibles, moi j'aime bien ça, les 4H, les 4T, hypoxie. Quoi faire? Auscultation, fibro, échographie pleuropulmonaire. Voilà. Hémodynamique, hémorragie hypovolémique rythmique. Qu'est-ce qu'on fait? C'est hémorragique, commande transfus, remplissage, sulfate de magnésium, hypothermie, hypocalémie, hypercalémie. Et puis les 4T, thrombose. Donc on fait une écho, éventuellement une coronaro. Pneumothorax compressif, pensez-y. Alors, en traumatologie de guerre, oui, beaucoup. Là, ça peut être le cas parce qu'en fait, on peut faire des barotraumatismes parce que les patients ont des atteintes sous pleurales. Donc, en fait, ils font des pneumothorax, surtout s'ils ont des bulles d'emphysème préexistantes, une BPCO préexistante. Tamponade, ils ont souvent les Covid des myocardites. Pas souvent. Ils peuvent avoir des myocardites. Donc, il peut y avoir des myopéricardites. Donc, ça peut tamponner. Et puis, toxique. Toxique, ça peut être des tas de choses, nos médicaments, tout ça. Et là, les thromboses, gardez ça en tête aussi. Les thromboses, les patients Covid font beaucoup de thromboses, énormément de thromboses, avec des dédimères à 15 000. On les met beaucoup en curatif. C'est compliqué pour l'instant, je n'ai pas encore de recommandation à vous donner. Il y a une recommandation du GIHP, qui est le groupement d'intérêt scientifique en hémostase au niveau national, qui conseille les sociétés savantes. Et on a un expert local là, qui est Emmanuel Demestre, qui est le responsable un des responsables du centre d'hémostase et d'hémophilie. Et on se voit toutes les semaines pour étudier tous les dossiers. Et pour l'instant, on est un peu à tâtons, un peu compliqué. En tout cas, ils font beaucoup de P, probablement sur l'inflammation. Insuffisance respiratoire. Alors, pourquoi instaurer une ventilation mécanique? C'est toujours la même question, en fait. Covid, pas Covid, en fait. C'est une inadéquation entre les besoins en oxygène, les contraintes extérieures et les capacités du système respiratoire à assurer les échanges gazeux. Alors, ça veut tout dire et rien dire, mais en fait, c'est la base de notre système. Pourquoi on intube? Parce qu'on a des besoins en oxygène augmentés. On a une membrane alvéolo-capillaire qui ne fait plus son oxygène. On a une contrainte extérieure. On a le capacité respiratoire qui ne fonctionne plus sur une myopathie, sur une atteinte. Voilà. Donc, on doit intuber. Qu'est-ce qu'on doit vérifier en amont? Le respirateur. On doit tester le respirateur. Il doit y avoir une checklist de chambre. Au bloc opératoire, il y a une checklist. En réanimation, il y a une checklist. On adore la checklist. Comme en aéronautique. Mode nouveau cas, je ne sais pas ce qu'elle a voulu me mettre. Bon. Ah oui, c'est en fait sur le respirateur, on met nouveau patient, brebis ou chien sur les ventilateurs de Veto. Mode ventilation invasive. En fait, il faut bien préciser ça. Sur nos respirateurs, on a deux modes, invasive avec sonde d'intubation et puis non invasive avec interface type masque, nasal ou nasobuccal. Et il faut bien le préciser parce que les modes disponibles en fonction des respirateurs ne sont pas les mêmes. Donc, il faut bien préciser ça. D'autant plus, voilà, notamment par rapport à ça. Et puis la checklist intubation en réa, on a fait une checklist intubation en réa Covid. En fait, on a fait des photos de ce qu'on devait avoir en salle, qu'on a mis sous plastique, qui sont lavables. Parce qu'un mandrin long béquillé pour intuber, en théorie, on n'en a pas besoin. Sauf que si on en a besoin, déjà, c'est un patient Covid, donc on n'a pas envie d'aérosoliser toute la pièce. Donc, on fait intuber que les seniors qui savent intuber et plus expérimentés parce qu'on veut que les voies aériennes restent ouvertes le moins longtemps possible. Donc, c'est pour ça qu'on fait une séquence rapide. La séquence rapide évite de tousser, donc moins d'extérioriser les sécrétions. On fait la laryngoscopie. On fait une laryngoscopie au vidéo-laryngoscope.
on essaie d'intuber le plus rapidement possible. Et si on n'y arrive pas, on utilise un mandrin pour aller cathétériser la trachée. Donc, ce mandrin, on ne l'ouvre pas à chaque fois parce que ça coûte 20 €, je crois, un truc comme ça. Par contre, on l'a en salle sous sachet plastique. On a fait plastifier un sachet parce qu'en fait, sans sachet, on ne peut pas le nettoyer. Il y a du papier d'un côté et du plastique de l'autre. Et donc, en fait, à chaque fois, on devrait le jeter. Donc, voilà. Donc, ce qu'on considère, c'est qu'on le met dans un plastique et on fait du surfagnos après, nettoyage classique pour désinfecter. Donc, voilà. Donc, on a une checklist intubation avec un bac intubation, un vidéolaryngoscope qui marche. Alors, nous, on utilise du McGrath à Dijon. On a aussi de l'AirTrack caméra. On peut avoir le GlideScope si vous voulez. Enfin, bon, voilà, il y a plein de techniques. J'ai une vidéo qui est en cours de montage. J'ai fait intubation et extubation en montrant comment on switch le respirateur, on éteint. L'idée, c'est de moins aérosoliser possible la pièce. Donc, on a fait tout ça sur notre mannequin. Bassin, alors je vais déplacer le truc là pour vous dire que la checklist IoT, c'est ce que je vous ai dit. En fait, on a fait plusieurs packs qu'on a mis sous plastique. Donc, un pack matériel, masque, filtre, bavus, sonde, seringue, laryngoscope, vidéolaryngoscope, filtre sur branche expiratoire. On va vous montrer le respirateur. Attention, fracture cervicale, minerve, gardez ça en tête quand même. On a le droit d'avoir un trauma. Le patient de ce week-end a fait une rupture d'anévrisme. Il a chuté, donc risque de trauma cervical, et il est Covid+, 2 jours après. Voilà, forcément, c'est l'après-vie, malheureusement. Bon, donc lui, il a eu un scan cervical, donc attention à ça. Alors, les vidéolaryngoscopes permettent de moins subluxer. Les drogues, on prépare ça. Donc, on a une pochette sédation qu'on a mis sous plastique, qu'on ouvre pour la séquence rapide. On a une pochette urgence qu'on a mis sous plastique aussi, dans lequel on a mis éphédrine, atropine, noradré, adré, dans la pochette, qu'on prend avec nous en chambre, qui est prête à casser si toutefois on a besoin. On a, bien sûr, on n'oublie pas l'aspiration, le char d'urgence, le capnographe. Et puis, l'entretien de la sédation. Donc, anticiper ça en amont, avant de rentrer dans la chambre. Alors, on a fait comme ça chez nous. Après, d'autres ont fait peut-être autrement, mais bon. Sur votre expérience, c'est des patients qui sont vides quand les intubes ou ils n'ont pas besoin de préparer. Ils n'ont aucune réserve respiratoire. Mais sur le plan hémodynamique. Sur le plan hémodynamique, ils tiennent. Est-ce que tu as besoin de les pré-remplir un peu? Non. Ce pas des patients hypovolémiques, c'est des patients qui n'ont aucune réserve respiratoire et en fait, ils désaturent très très vite. Donc en fait, nous on les proxygène en VNI, en circuit fermé, VNI, sur le respirateur, à 100%, avec de la PEP, en ayant le moins de fluide possible. Sans VNI en proxygénation, au ballon, des malades qui tombent à 62 sat très 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 facilement. Ils ont zéro réserve, zéro. C'est vraiment assez impressionnant, même chez les jeunes. C'est assez rare qu'on ait ce type de… Sur les pneumopathies, généralement, en préoxygénation conventionnelle, on ne descend pas tellement. Là, ils descendent tous. Donc, on se fait un peu peur. On se fait un peu peur. Peur n'évite pas le danger, mais l'idée, c'est qu'on a essayé de trouver cette stratégie qui est globalement celle qui est retenue dans pas mal de centres. La FiO2, on adapte. Quels paramètres on règle? Le volume courant, alors c'est 4 à 6 ml/kg de poids idéal. Si on monte au-dessus de 6 ml/kg, on a des risques de barotraumatisme et volotraumatisme. Voilà. 4 à 6 ml/kg. La fréquence respiratoire, on va l'adapter à la ventilation. En fait, c'est des malades qui vont se cracher en hémodynamique post-intubation sur le collapsus de reventilation. Donc, ces malades sont hypercapniques, on les ventile. Derrière, on baisse le TCO2. Et comme on baisse le TCO2, on les met en hypocapnie. Comme on les met en hypocapnie, vasodilatation. Donc là, on utilise pas mal d'éphédrine parce que c'est sur le collapsus qu'ils vont chuter. Pas trop de remplissage. En fait, on n'est pas trop fan. Il ne faut pas oublier que par rapport aux malades qu'on a d'habitude, on a l'habitude d'avoir des malades chirurgicaux qu'on remplit beaucoup, cardiaque, choc hémorragique, même choc septique. Là, c'est des malades médicaux, pas post-chirurgie. Donc, en fait, il y a un peu de remplissage, mais pas tant que ça. Voilà, c'est vraiment là-dessus. La PEP. Alors là, on est sur des niveaux de PEP extrêmement importants. On est 10-15 de PEP assez facilement d'emblée. On va mesurer la Pmax, on va revenir après là-dessus, le débit d'insufflation. Et puis, on vous a remis ce que c'était le débit d'insufflation. Pour les respirateurs, je n'ai pas de lien d'intérêt avec Dragueur. Voilà, mais il y en a plein d'autres de Respirea, peu importe. On fait du respi aussi d'anesthésie. On utilise du respirateur de transport. Ce n'est pas de la grande ventilation avec le respi de transport, mais ça permet de passer un cap. L'aspect des courbes, on vous a montré des courbes en ventilation contrôlée en VSED. On ne va pas insister forcément dessus, mais dire que ça, le pic là, c'est la pression max. C'est-à-dire que c'est cette pression, on a une pression d'insufflation et cette Pmax, en fait, elle nous intéresse celle-ci parce que si celle-ci sonne,
c'est que soit votre malade se réveille, il pousse sur le respi, soit votre sonde est clampée, elle s'est coudée, soit elle est bouchée. Le Covid bouchonne pas mal. En plus, on utilise des respis d'anesthésie où en fait, il n'y a pas d'humidificateur. Donc, il bouchonne, même si on met du mucomyste, il bouchonne et on a enlevé des sondes d'intubation bouchées sur 2 cm avec du mucus à l'intérieur, bouché complet. Donc, on est obligé d'extuber parce qu'on ne passait pas la sonde. Fibre non plus. Donc, on extube, on intube. Alors, je vous dis, c'est sioux. Mais pression de crête, donc c'est ce que vous devez vérifier, pression max. Et en fait, la pression max, c'est vraiment la pression d'obstacle. On va dire pression max, pression de crête. Voilà. La vraie nom, c'est pression de crête. Et donc, si votre sonde est clampée, si vous avez un bouchon, si vous avez un obstacle, bah, cette pression monte. Si le patient tousse, cette pression monte. Et donc, elle sonne. Et en fait, à un moment, elle écrète. Donc, vous avez la pique qui est plus, la crête qui est plus comme ça. Et il y a un échappement, il y a une valve d'échappement pour ne pas faire de barotraumatisme. Parce que si vous gonflez le ballon, que vous n'avez pas de sortie possible, bah, à un moment, ça va péter à l'intérieur. Vous voyez simplement. Et puis, une autre pression qui vous intéresse, c'est celle-ci. C'est la pression de plateau. La pression de plateau, c'est la pression motrice. C'est la pression qui permet les échanges. Et c'est la pression qui est surtout, de manière plus importante, c'est la pression qui doit être surveillée. C'est celle que vous entendez. On va mesurer la pression de plateau. Et pression de plateau, on doit être inférieur à 30 cm d'eau. Donc, strictement inférieur. Donc, on se met à 29. Et comment on règle une pression de plateau? Soit on joue sur la PEP, soit on joue sur le volume. Souvent les deux. Et donc, du coup, on augmente nos fréquences. Voilà. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail. Et puis ça, c'est une courbe d'aide inspiratoire avec PEP. Je ne vais pas rentrer forcément dans le détail de tout ça. La surveillance d'une intubation extrêmement importante en réanimation. Alors, en plus, c'est les patients en DV. Donc, toujours mesurer, regardez le repère. Donc, le repère de sonde aux dents, enfin à la commissure labiale. Donc, point très fort, pardon, le repère à la commissure labiale. Alors, quand les patients n'ont pas de dents, c'est un peu compliqué. On parlait d'arcade dentaire, machin, tout ça. Donc, commissure labiale, ça fonctionne. Les patients pas de dents, c'est un peu plus compliqué, mais bon. En tout cas, vous regardez le repère. Nous, on utilise des lacets comme ça, là. En DV, on n'a pas le choix. Au bloc, on utilise les sparadraps. Moi, en réa, j'utilise le sparadrap aussi. Les aides-soignants aiment bien, les infirmiers aussi. Quand on fait du DV, on met une lacette. Et au SMUR, on met une lacette. Qu'on serre bien, sans clamper la sonde, bien sûr. Les sondes sont assez rigides. On fixe bien, bien sûr. On fait attention qu'il n'y ait pas de coup dur, pas de morsure de sonde. Donc, s'il y a besoin, on met une guédelle. Et on aspire, aspiration trachéale, voilà, en fonction des besoins. Alors ça, c'est vraiment l'adaptation du patient respirateur. Plus le patient va s'agiter, plus ça va sonner. Plus, voilà. Donc après, c'est les drogues qu'on fait tout à l'heure. On jongle avec ce qu'on a. Alors, conductature devant une désaturation. On a essayé de vous faire les motifs d'appel. Alors, il y en a plein d'autres en réanimation, mais celui-là, désaturation, colle bien au Covid. Premier réflexe, on met à 100% des FiO2. Alors, vous allez me dire, ouais, mais le patient est BPCO, donc du coup, il va monter sa capnie, machin. Non, on ne meurt pas d'hypercapnie. On meurt parce qu'on est en hypoxémie. On n'a pas de réserve d'oxygène. Donc, si votre patient désature, qu'il soit BPCO ou pas, ce n'est pas notre problème. Il faut remonter l'oxygène, donc il faut mettre FiO2 100%. D'autant plus que là, il est intubé. Alors, autant en service à la maison ou non monitoré, vous dire que vous allez monter l'oxygène. OK, bon. Mais là, vous avez un patient qui est intubé, donc il faut l'oxygène. Il faut donner l'info de désaturation brutale. Ça, c'est important quand vous appelez Alors, premier réflexe, c'est ça. Qualité du signal SPO2, si vous regardez aussi. Le premier des réflexes qu'on fait, toujours, avant de dire que c'est le patient, mais ça, c'est humain, vous dites, ah, c'est l'appareil, il ne marche pas. C'est un truc incroyable. Massimo, ils ont éprouvé leur truc et sur des millions de malades. Donc, leur signal, il marche. Alors, à part si le capteur de SAT est enlevé du doigt. Mais si votre capteur de SAT est sur le doigt, soit votre doigt est trop vasoconstricté que vous n'avez pas de signal, soit votre patient, c'est qu'il a un problème. Mais avant de remettre en cause Massimo et de leur faire un procès, assurez-vous que ce n'est pas un problème du patient. C'est typiquement français en plus. On aspire éventuellement, on regarde s'il y a une pression du ballonnet, si le ballonnet n'est pas dégonflé. Les ballonnets peuvent devenir poreux à un moment. On regarde l'écran du respirateur qu'on avait tout à l'heure. S'il n'y a pas de problème à l'oxygène mural, ça peut arriver. Alors, c'est rare. Mais il y a eu pendant un moment, on a eu ça au bloc, des bulles d'air dans le circuit d'oxygène. Il faut dire que ça fait bizarre. Surtout quand c'est des grandes bulles, longues, où votre malade se met à désaturer au bloc alors qu'il n'a pas de raison. Et que la fraction inspirée chute. Et là, on se dit, ce n'est pas mon patient. C'est le mur. Sauf que là, dire c'est le mur, il faut être un peu avoir de l'assurance. Moi, j'étais jeune chef à l'époque, on m'a dit il est taré. Sauf qu'en fait, c'était vraiment le mur. La pression avait baissé, il y avait des bulles d'air dans le truc d'oxygène. Bon, ça arrive.
Maître Capno si absent, amener la bouteille d'oxygène pur. On a toujours en salle, en réa, mais surtout au bloc, une bouteille d'oxygène pur dans la salle. Toujours. Parce que si le respi tombe en panne, vous prenez au ballon, vous mettez l'oxygène. Voilà. On donne l'info, toujours pareil. On dit il y a une désaturation brutale, patient telle chambre. Et qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui se passe? Rapidement, quoi. Déjà, si vous avez dit ça, c'est déjà pas mal. S'il n'y a pas de capno, pensez que ça peut être un arrêt cardiaque. On auscule derrière, on va ventiler manuellement en bas-vue s'il y a besoin. Attention aux aérosolisations avec le Covid. Et puis derrière, on va faire la checklist et on va montrer la checklist phare. Oh, c'est quoi ça? Ah, on voit rien. Désolé, je vais vous la montrer, je vous la remettrai. Ça apparaît pas, je ne sais pas pourquoi ça apparaît en bleu, c'est planté. L'idée, c'est la checklist surveillance respiratoire. Donc, en fait, c'est un algorithme comme sur l'arrêt cardiaque pour la ventilation. Donc, c'est une aide cognitive qu'on a mis dans l'application Max, mais que vous n'avez pas besoin d'application pour le faire. C'est une aide cognitive. Donc, pour les étudiants, c'est un tiroir, ça désature, on check. OK, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Et à la fin, il y a deux voies et on dit, voilà, on a oublié ça. On va revenir dessus, je vous le donne. Et quel réflexe selon les alarmes? Donc, je crois que c'est dans les dernières diapos qu'on avait à faire. On est à peu près dans le timing. Donc, les alarmes, c'est ventilation minute, enfin minimale, pardon, VM, ventilation minute minimale, ventilation minute maximale. Alors ça, celle-ci, c'est lié à une déconnexion ou une fuite. Donc, la première des choses, c'est qu'on vérifie le circuit de la tête du patient jusqu'à la machine. Vous prenez la tête du patient, vous suivez et c'est qu'il y a peut-être une branche qui s'est enlevée. J'espère que vous avez un masque, parce que vous êtes dans une chambre Covid, donc vous avez bien mis un masque avant. Entrez pas dans la chambre comme ça. D'accord? Toujours. Pensez à vérifier le ballonnet. Quand on parle du patient, c'est directement ballonné. Un ballonnet poreux ou un ballonnet coupé, c'est déjà vu. En fait, les aides-soignantes nous font la toilette avec le rasoir. Elles peuvent couper le ballonnet. Ça arrive, c'est pas grave. Mais il faut quand même le savoir parce que si le ballonnet se dégonfle, vous allez avoir une fuite et vous n'allez pas l'avoir. Votre truc est branché, vous ne comprenez pas le ballonnet. Apnée, ça peut être une apnée si on va essayer. Et là, il faut peut-être repasser en ventilation contrôlée. Vous venez de faire un bolus de morphine. Et puis là, il se met en apnée. Oh merde. Bon, ça arrive, c'est pas grave, mais ça peut se. Ventilation maximale, soit il hyperventile, soit inadapté, soit il est non synchrone, donc asynchronisé, soit il y a une hypoxie, une tachypnée, on regarde derrière tout ça. Bon, il y a plein de causes par rapport à ça. La Pmax, c'est celle que je vous ai dit tout à l'heure. En fait, standard, elle est autour de 35, mais elle peut être individualisée. Donc, il y a la pression de crête, donc c'est le pic que je vous ai montré. Intubation sélective, sonde coudée, tuyau coudé, obstruction proximale, hernie du ballonnet. Hernie du ballonnet, c'est quoi? C'est qu'en fait, vous avez votre ballonnet est sorti sur les cordes et vous avez une partie qui est en dessous, une partie qui est au-dessus. Ça fait des fuites, ça fait un truc bizarre, ça souffle, ça ventile pas bien, donc il y a quelque chose qui se passe. Donc, vous appelez à l'aide. Et puis sinon, vérifier le circuit. La pression de plateau isolé, là, ça peut être une obstruction, ça peut être une intubation sélective aussi. Donc, il faut bien penser à ça. La pression minimale, c'est souvent une déconnexion ou une extubation. Vous sonnez en pression minimale, c'est souvent ça. Et donc là, il faut vérifier le circuit puis aller regarder si on a une TCO2. La FiO2, on a un problème d'alimentation, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et puis la ventilation d'apnée, c'est votre malade. Vous l'avez passé en ventilation spontanée. Puis finalement, il n'est pas mûr. Il n'est pas encore trop endormi. Il fait des apnées nocturnes, je ne sais pas quoi. Enfin bon, voilà. Donc vous allez repasser. Le respirateur, il y a sur nos respirateurs de réa un mode ventilation d'apnée. Et sur les respirateurs d'anesthésie aussi. Ce qui fait qu'il repasse en ventilation contrôlée pour pas qu'il se mette il y a toujours une ventilation minimale. D'accord? Ça, ils ont vachement bien fait le truc quand même, avec des petits dessins. Ils sont bien, ces internes, ils sont bien. Resteront vraiment à Dijon, ceux-là. Et donc là, c'est le circuit qu'on a mis. Donc, un filtre qui est toujours là, où là-dessus, on va avancer le capnographe. Et puis, un filtre là, sur le circuit expiratoire. Et les recommandations, je vous les donnerai aussi, c'est sur les patients de réanimation, donc qui conseillent d'intuber au McGrath, vidéo-laryngoscope, excusez-moi, chez ces patients qui sont quand même des patients spécifiques, où en fait on voit mieux. Et l'idée, c'est de moins s'approcher possible de la tête. Avec le McGrath, l'avantage, ou avec le GlideScope ou l'AirTrack, en fait, on est plus loin, on regarde notre écran et on n'a pas la tête sur le laryngoscope. Donc, on est plus loin de l'aérosolisation. Et donc, comment on fait pour l'aspiration? Alors, on clampe, on met à 100%, on coupe le respirateur, on clampe la sonde. Moi, je ne suis pas un fan du clampage de sonde. Voilà. Je ne suis pas un fan parce que ça laisse des marques quand même quand on clampe une sonde, même si on met une compresse. Les systèmes d'aspiration clos, on n'en a plus. Il y a une rupture de stock national, ce qui était plutôt pas mal. Du coup, moi, je ne suis pas un fan du clampage.
Bon, j'ai essayé une technique que je vous montrerai dans la vidéo que je vais vous diffuser, qui est un champ transparent qu'on met sur le patient, quand le patient est endormi, au bloc ou en réa. Et en fait, ça fait comme une hotte de chimio. La hotte, on prépare les médicaments dans la hotte. Enfin, je ne sais pas préparer des médicaments de chimio, mais j'ai vu. Et j'ai été étudiant, donc j'ai été voir là-bas comment ça se passait. Donc, on prépare avec des gants sous une hotte qui aspire pour pas qu'il y ait de contamination. Et bien là, en fait, l'idée, c'est qu'il y a un champ qui n'est pas stérile, mais qui évite que ça aérosolise. On laisse le champ transparent et on travaille en dessous du champ. Et on voit à travers notre caméra. J'ai essayé, ça marche. Voilà. Donc, c'est un peu du low cost, mais en tout cas, l'idée, c'est de se protéger nous. Et je ne sais plus ce que je disais. Alors, oui, l'idée, c'est est-ce qu'on fait de la VNI, pas de la VNI? Bah, oui. Au début, on disait non. Alors, la VNI, il y a une indication de faire de la VNI quand, en fait, on doit, chez les patients BPCO, pour ne pas les intuber. Là, chez le Covid, s'il y a plus de 6 litres d'oxygène, s'ils ont une indication d'être intubés, il faut les intuber. Parce qu'au-dessus de 6 litres, ils ont une oxygénoréquérence. La dernière fois, 6 litres, la personne à 6 litres avait, à 32 ans, avait à peine 60 de PO2. Donc voilà, à 6 litres d'oxygène. Et en fait, ils n'ont aucune réserve. Donc en fait, on les intube assez rapidement. On ne va pas perdre du temps avec la ventilation non invasive qui va en fait aérosoliser toute la pièce. Et si on fait de la VNI, en post-extubation, on va utiliser un masque sans fuite. On va se protéger. Donc en mettant un masque FFP2 pour nous aussi qu'on rentre dans la chambre. Et on stoppe la VNI avant d'enlever le masque du patient. L'idée, c'est de moins aérosoliser possible. On peut utiliser l'Optiflow aussi. On n'est pas très fan. Ce qu'on a vu en Italie, alors eux le faisaient en dehors du Covid, mais ils mettent la VNI en dehors du Covid, mais le font notamment pour le Covid, ils mettent dans des bulles en plastique. Voilà, genre d'Helmet, parce qu'en fait, ils considèrent que l'Optiflow à 50 litres de minute en nasal, quand ils ouvrent la bouche, toute ta PEP sort, ce qui est logique. Donc, en fait, ils permettent de conserver la PEP dans une bulle en plastique, ce qui évite les aérosolisations. C'est un peu bizarre de voir ça. Nous, on n'a pas ça. Donc, Optiflow, bon, on fait comme on peut. Et puis là, surtout ça, quoi. On limite la présence, parce que là, on envoie 50 litres minute de Covid partout. Ouais, on utilise pas mal les morphiniques pour l'hyperactivité bronchique, c'est pas mal. Et on utilise ces modes ventilatoires-là. Donc, on utilise, nous, un mode en APRV. Voilà, ce qui nous plaît bien. Alors, ça s'appelle APRV, ça s'appelle aussi VACI. On peut faire, ça peut être de la BIPAP. L'idée, c'est que le malade puisse avoir un volume garanti en pression, mais aussi ventiler lui-même. Ce qui permet de faire du sevrage. En fait, la VSZ, le problème de la VSZ conventionnelle qu'on fait chez nos patients, eh bien, ils toussent énormément. Et en phase initiale, on n'arrive pas à les sevrer. Il faut vraiment qu'ils soient moins sécrétants pour tolérer ce mode-là de VSZ classique. Alors, chez le BPCO, ça marche très bien. Chez le Covid, ça ne marche pas top. Et nous, on utilise ces modes en pression, alors APRV, VACI, des modes en fait, où on tolère un petit peu plus de liberté. Voilà. Et je suis pile poil à midi. Voilà. Alors, je pense qu'on est juste dans le timing. Est-ce que vous avez des questions sur ces points-là, sur les échanges? L'idée, c'est vraiment de faire un focus. Après, je vous donnerai l'ensemble des documents, des recommandations, tout ça. On a essayé de cibler au maximum sur les grandes questions de réanimation. Voilà. Après, on peut rentrer dans le détail de chaque, mais ce n'était pas l'objectif. La ventilation, il faudrait en parler pendant des heures. Donc, ce n'était pas l'objectif de là.